Salut à tous, bienvenue pour ce 23e numéro du Petit Journal du Japon. Si vous êtes nouveau ici, eh bien chaque semaine dans ce petit journal, je vous présente quelques-unes des nouvelles qui ont marqué l'actualité japonaise et j'en profite aussi pour vous parler de phénomènes de société ou de traditions par exemple. Et d'ailleurs cette semaine nous allons commencer par parler de la Golden Week, donc c'est une série de jours fériés, donc je vais vous expliquer les jours fériés qui la composent et je vous parlerai plus en détail de Kodomo no Hi. Nous continuerons ce journal en parlant d'un terrible accident qui a eu lieu la semaine dernière au nord du pays, donc à Hokkaido, où un bateau de tourisme a disparu avec 24 passagers à bord. Nous ferons ensuite le point sur la situation Covid au Japon qui s'améliore doucement mais sûrement, il y a de moins en moins de cas et de décès, et le gouvernement a commencé à glisser l'idée aux Japonais que le port du masque à l'extérieur n'était peut-être pas forcément nécessaire. Donc est-ce que c'est en préparation d'une réouverture prochaine ou tout simplement une volonté progressivement de vivre avec le virus? Nous verrons tout ça dans quelques instants. Et restez bien jusqu'à la fin de ce journal, je vous parlerai d'une émission de télévision japonaise qui est une véritable institution ici, puisqu'elle est diffusée depuis 30 ans, et qui est arrivée sur Netflix récemment. Donc ça s'appelle Comme les grands en version française, Hajimete no Otsukai en version japonaise, et ça met en scène de jeunes enfants de 3 ou 4 ans qui sont envoyés pour faire des petites courses seuls. Voilà, c'est très mignon, je vous présenterai tout ça à la fin de ce journal. Avant d'entrer dans le vif du sujet avec la première actualité de la semaine, je tiens à remercier tous ceux d'entre vous qui ont laissé des questions pour la FAQ que je suis en train de préparer. La semaine prochaine, s'il fait beau, je vais aller la filmer à l'extérieur cette fois. Donc comme ça, j'en profiterai pour vous montrer quelques endroits sympas de mon quartier. Donc voilà, j'ai bien reçu toutes vos questions. Merci beaucoup, encore un peu de patience pour la FAQ. Première actualité de la semaine, évidemment, c'est la Golden Week. Alors, qu'est-ce que c'est la Golden Week? Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, eh bien c'est simplement une succession de jours fériés qu'il y a chaque année entre fin avril et début mai. Et cette année, la Golden Week commençait donc le 29 avril, c'était vendredi, et elle se terminera le 8 mai. Et au milieu de tous ces jours fériés, vous avez 2 jours travaillés, donc vous avez le lundi 2 et le vendredi 6. Donc cette année, si les Japonais prennent seulement 2 jours de congé, eh bien ils peuvent avoir un total de 10 jours de vacances. Le nombre de jours de vacances disponibles varie chaque année en fonction du jour où tombent les fériés, mais quoi qu'il en soit, la Golden Week fait partie des 3 grandes périodes de vacances pour les Japonais, avec Obon en août et Oshogatsu au début d'année. Et si Oshogatsu est plutôt destiné à rentrer dans sa famille et à passer les fêtes donc avec sa famille, eh bien la Golden Week c'est vraiment la période idéale pour les Japonais pour partir en vacances. Et comme au Japon il n'y a pas de zone pour les vacances, tout le monde part en vacances en même temps. Donc chaque année pendant la Golden Week, eh bien les prix explosent et tous les moyens de transport sont pris d'assaut. Donc essayez d'éviter cette période pour venir en vacances au Japon quand vous le pourrez. Et si vous êtes au Japon pendant cette période, eh bien, essayez de rester dans une ville pendant cette Golden Week. Comme ça vous évitera de prendre des trains ou des avions ultra bondés. Bien sûr, ça c'était avant la crise sanitaire. Et depuis le début de la crise, les Japonais ayant fortement essayé de limiter leurs déplacements, eh bien, les Golden Week des années passées étaient relativement calmes. Mais cette année, c'est la première fois depuis 3 ans qu'il n'y a pas d'état d'urgence pendant la Golden Week et les Japonais semblent avoir repris le goût des départs en vacances pour cette période. Conséquence directe, eh bien, vendredi 29 avril, premier jour de la Golden Week, les aéroports de Narita et de Haneda étaient bien chargés, en tout cas beaucoup plus que l'année dernière. Il y avait effectivement 1,7 fois plus de réservations pour des vols domestiques et 4,7 fois plus pour des vols internationaux par rapport à 2021. Bon, il faut tout de même relativiser, parce que 2021 était une année très calme, il y avait très peu de départs, donc on est encore loin des niveaux d'avant-crise, mais en tout cas, c'est un signe que les Japonais recommencent à voyager pour cette période. Passons maintenant au détail des jours qui composent cette Golden Week. Donc le 29 avril, c'était le premier jour de la Golden Week, c'était Showa no Hi. Showa no Hi, c'est le jour pour célébrer la naissance de l'empereur de l'ère Showa. C'était Hirohito, qui était empereur du Japon de 1926 à 1989. Donc vous savez peut-être déjà qu'au Japon, quand l'empereur change, eh bien le nom de l'ère, le nom de l'époque si vous voulez, change. Donc l'ère Showa, de 1926 à 1989, a été remplacée par l'ère Heisei, lorsque l'empereur a changé en 1989, et donc l'empereur Akihito est resté jusqu'en 2019, et en 2019, quand son fils, donc Naruhito, est devenu empereur, on est passé à l'ère Reiwa. Ensuite, le 3 mai, c'est Kempo Kinenbi. Kempo Kinenbi, c'est le jour de commémoration de la constitution japonaise de 1947, qui est suivi le 4 mai par Midori no Hi, qu'on peut traduire globalement par le jour de la nature. A l'origine, Midori no Hi a été créé pour remplacer le jour de l'anniversaire de l'empereur Showa quand il est décédé. Parce que quand l'empereur est en activité, eh bien son anniversaire c'est un jour férié, mais quand il décède, en général, ce jour férié disparaît. Donc pour ne pas perdre de jour férié,
à sa mort en 1989, eh bien, on a créé Midori no Hi. Et puis en 2007, le jour de l'anniversaire de cet empereur, donc en son hommage, on a décidé de créer Showa no Hi, donc qui est revenu le 29 avril. Comme il y avait déjà Midori no Hi et que les Japonais ne voulaient pas perdre de jour férié, eh bien, Midori no Hi a été déplacé au 4 mai. Voilà, pour ces 3 jours fériés, il n'y a pas de choses particulières, hein. Les Japonais ne font rien de spécial, il n'y a pas de commémoration, il n'y a pas de tradition, voilà. Ce sont juste des jours où on ne travaille pas et tout le monde est content. Et concernant Midori no Hi, hein, pourquoi le jour de la nature? Eh bien, il n'y a pas vraiment de raison. De temps en temps, le Japon crée des jours fériés sur un thème. Par exemple, il y a le jour de la montagne, il y a le jour de la mer. Donc il n'y a pas vraiment de raison historique ou culturelle, c'est simplement pour créer un nouveau jour férié. Et enfin, le 5 mai, c'est Kodomo no Hi, le jour des enfants, le dernier jour de la Golden Week. Donc, il y a très longtemps, c'était célébré pour d'autres raisons, et ça s'appelait d'ailleurs autrement, ça s'appelait Tango no Seku. Et depuis l'époque de Kamakura, eh bien, c'est plutôt associé aux enfants et plus particulièrement aux garçons. Contrairement aux 3 autres jours dont je viens de parler, eh bien, pour Kodomo no Hi, il y a beaucoup de traditions et on fait beaucoup de choses particulières pour ce jour et en prévision de ce jour. Tout d'abord, beaucoup de familles qui ont des enfants mettent devant leur maison des décorations, donc c'est un mât, auxquels ils accrochent des manches à air en forme de carpe colorée, c'est très joli. Alors nous personnellement on n'en a pas, on a des petites décorations à la maison, hein, parce qu'il existe des décorations en forme de carpe de toutes les tailles et vraiment de tous les formats. Et en plus, on peut en voir un petit peu de partout, hein, que ce soit dans les centres commerciaux, dans les écoles ou même dans certaines maisons anciennes, hein. Je suis allé dans une maison ancienne près de chez moi dans mon quartier hier et j'ai vu qu'il y en avait de très jolis, donc je vous montre les images maintenant. Alors il n'y a pas de jour précis, hein, pour mettre ces décorations, il faut juste que ça soit fait en avril avant le jour des enfants évidemment. Et chaque carpe a une signification. La plus grosse carpe qui est noire représente le père, la rouge représente la mère et ensuite les autres carpes représentent les enfants du foyer. Alors pourquoi mettre des carpes, me direz-vous? Alors honnêtement je ne le savais pas, j'ai cherché un petit peu en préparant cette vidéo et il s'avère que la carpe serait le symbole du succès, du courage, de la bonne croissance et de la longévité, rien que ça. Donc voilà, ceci explique cela. En plus des décorations de carpe à l'extérieur de la maison, il y a aussi des décorations à l'intérieur. Parce que en préparation du jour des enfants, eh bien, on sort à la maison un espèce de casque de samouraï, un petit casque de samouraï qu'on appelle un kabuto, et que tous les garçons japonais reçoivent généralement après leur naissance, avant le premier jour des enfants. Mon fils évidemment en a un aussi, hein, il lui a été offert par mes beaux-parents après sa naissance, parce qu'il faut savoir que ces casques vont de plusieurs centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros pour les modèles les plus extravagants. Alors le nôtre c'est un modèle de base, hein, mais c'est quand même très joli, hein. Vous avez le casque et puis vous avez plusieurs petits objets autour qui complètent la décoration. Et en fait cette tradition d'offrir un petit casque de samouraï remonte à l'époque de Kamakura, de 1185 à 1333. Parce que à l'époque, les samouraïs avaient pris le pouvoir et il y avait la tradition d'offrir à chaque fils des familles un vrai morceau d'armure de samouraï. Donc il n'y en a plus aujourd'hui évidemment, donc on offre à la place des kabuto. Voilà, au final, ces casques de samouraï, c'est un peu l'équivalent pour les petits garçons des poupées Hina, dont j'avais parlé dans le petit journal numéro 16, hein, à l'occasion de Hina Matsuri, la fête des poupées qui a lieu le 3 mars. C'est pour ça que le jour des enfants est plutôt associé aux garçons, et c'est plutôt le jour des garçons en réalité. Enfin, pour le jour des enfants, on mange des pâtisseries japonaises traditionnelles, dont le kashiwa mochi. Donc c'est une pâtisserie à base de riz fourré, avec de la pâte de haricots rouges et enveloppée dans une feuille de chêne. Alors personnellement je déteste le mochi donc je n'en mange pas, mais ce jour-là mon fils en mange et il y a d'ailleurs de longues queues devant les magasins de pâtisserie japonaises. J'ai lu que certaines personnes mangeaient aussi du chimaki, donc chimaki c'est du riz bouilli enroulé dans des feuilles de bambou et attaché. Mais ça j'en ai jamais trop vu, donc je sais pas si c'est moins populaire ou si simplement parce que ma femme n'aime pas trop ça, mais voilà, en tout cas ça se fait apparemment. Voilà pour le jour des enfants. Alors en réalité il y a quelques autres décorations et traditions ce jour-là, mais comme nous on fait seulement le kabuto et le kashiwa mochi, et j'ai l'impression que c'est le cas partout ailleurs, eh bien je vous ai parlé uniquement de ça aujourd'hui. On continue ce journal avec une terrible nouvelle, donc un accident tragique qui a eu lieu la semaine dernière au nord de Hokkaido où un bateau de tourisme a disparu avec 26 personnes à bord. Il y avait 2 membres d'équipage et 24 passagers et il n'y a eu malheureusement aucun survivant et jusqu'à aujourd'hui il y a même certains corps de victimes qui n'ont toujours pas été retrouvés. Le drame s'est passé dans la péninsule de Shirotoko qui est située à l'extrême nord-est de Hokkaido et qui est inscrite depuis 2005 au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa flore et sa faune. Et c'est donc pour ça qu'il y a de nombreux bateaux de tourisme qui transportent des passagers pour pouvoir admirer ce site.
Et si le bilan est si lourd, c'est parce qu'en plus de la mer qui était très agitée au moment du drame, eh bien l'eau à cette période de l'année est entre 2 et 4 degrés. Donc les passagers, même s'ils avaient des gilets de sauvetage, ils n'avaient malheureusement pratiquement aucune chance de s'en sortir. Et au cours de la semaine, plus les jours passaient, plus on avait d'informations sur les origines et les causes de cet accident. Et il s'avère maintenant clair que la décision de prendre la mer, qui a été prise par le capitaine et par le président de la société qui exploitait le bateau, Shiretoko Yulansen, était la cause principale de ce drame, parce que avant qu'ils prennent la mer était plutôt calme, mais il y avait des prévisions météo qui annonçaient clairement que les vagues allaient dépasser les 3 mètres, et lorsque les vagues dépassent les 1 mètre, d'après la loi, ces bateaux n'ont pas le droit de sortir. Et il y a eu d'ailleurs plusieurs témoignages de personnes qui travaillent dans ce port, que ce soit des pêcheurs ou d'autres marins, qui avaient fortement déconseillé au capitaine de prendre la mer, mais il a été plus ou moins poussé par le président de la société à quand même prendre la mer, en lui disant de revenir si la mer devenait trop agitée. Et en fait, au cours des années, eh bien, le président de la société s'est séparé de plusieurs capitaines expérimentés qui ne voulaient pas forcément suivre ses consignes, qui n'étaient pas forcément sûrs. En plus, il s'est séparé d'autres personnes parce que ça coûtait un peu trop cher. Donc au final, le capitaine qu'il y avait actuellement n'avait pas du tout d'expérience de la mer à cet endroit-là et subissait les pressions du président de cette société. Mercredi soir, le président de cette société a rencontré les familles des victimes et il a également tenu une conférence de presse au cours de laquelle il s'est excusé, mais beaucoup doutent de la sincérité de ces excuses, surtout qu'elles interviennent 5 jours après le drame et qu'il est de plus en plus clair qu'il est responsable directement de cet accident. Et si tout ça ne suffisait pas, on a également appris que le capitaine du bateau ne connaissait pas le numéro et ne pouvait pas utiliser le téléphone satellite qu'il y avait à bord du bateau et qu'il avait demandé l'autorisation d'utiliser son propre portable, mais le jour de l'accident, il était resté injoignable et ce sont d'ailleurs des passagers qui ont contacté avec leur propre téléphone les gardes-côtes. Voilà, beaucoup d'éléments accablants pour cette société, ce capitaine et ce président qui expliquent en partie cet accident. Alors on ne connaît pas exactement les causes du naufrage, mais les gardes-côtes ont repéré, ont localisé le bateau, donc on en saura peut-être plus dans les jours qui viennent. Et depuis l'accident, il y a eu quelques informations personnelles sur les victimes qui sont très touchantes et qui ont vraiment choqué et marqué tout le monde ici. Il y a notamment un jeune couple où le garçon avait fait la surprise à sa petite amie de lui offrir ce voyage pour la demander en mariage au cours du séjour. Malheureusement, ils n'ont pas pu le faire et il y a également l'histoire d'un homme qui, alors que le bateau était en train de sombrer, a téléphoné à sa femme pour la remercier de toutes ces années passées avec lui. Voilà. Le gouvernement a pris des mesures, il a décidé qu'il allait renforcer les règles de sécurité concernant les navires et qu'il allait essayer de faire en sorte que ce genre de drame ne se reproduise plus. Bien, passons maintenant à la situation Covid au Japon. Donc la situation s'améliore et le gouvernement a annoncé que la 4e dose serait disponible fin mai. Donc il faudra que 5 mois se soient écoulés entre la 3e et la 4e dose et pour l'instant en tout cas, le gouvernement la conseille seulement aux personnes à risque et aux personnes les plus âgées. Il semblerait d'ailleurs que le gouvernement ait décidé de commencer à vivre avec le virus. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et lors d'une émission de télévision, donc à la NHK, M. Daishiro Yamagiwa, qui est le ministre de la revitalisation économique, a déclaré que porter le masque à l'extérieur, ce n'était pas vraiment nécessaire, que des études avaient prouvé que ce n'était pas très utile. Voilà, donc le gouvernement essaye de faire petit à petit passer le message aux Japonais que porter un masque en extérieur, ce n'est pas forcément obligatoire. Ça peut vous étonner que le gouvernement doive dire aux Japonais enlevez le masque à l'extérieur si vous voulez, mais au Japon, vous le savez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais tout le monde porte un masque partout, même à l'extérieur, même quand ils sont seuls, même quand ils sont en train de faire du sport dans un parc. Voilà. Le gouvernement, s'il ne dit pas aux Japonais d'enlever le masque, probablement que tout le monde le gardera jusqu'à la fin des temps. Il a continué en disant que la situation s'améliorait et effectivement, un samedi, il y a eu seulement 25 000 cas positifs dans tout le pays et seulement 17 décès et qu'il souhaitait créer progressivement les conditions pour un retour à une vie normale. Bien sûr, il a dit que ce retour à la normale se ferait par étapes et donc la première étape est peut-être d'enlever le masque à l'extérieur. Et il est vrai que si le Japon envisage un jour de réouvrir ses frontières aux touristes, eh bien, il serait souhaitable que la population japonaise et la société japonaise aient retrouvé un semblant de normalité, puisque si vous avez des touristes qui arrivent sans masque, parce que dans beaucoup de pays, eh bien maintenant on vit sans masque, en tout cas à l'extérieur, eh bien ça serait souhaitable que les Japonais en fassent de même, de façon à ce que les Japonais ne regardent pas de travers tous les touristes et que les touristes se sentent un petit peu à l'aise ici aussi. Après, même si comme je l'ai dit, tous les Japonais vraiment portent des masques, même à l'extérieur, même quand ils sont seuls, eh bien il y en a beaucoup qui font ça à cause de la pression sociale et du regard des autres, parce qu'ils ne veulent pas se démarquer, mais ils sont un peu lassés
de porter le masque et de la crise sanitaire. Et on retrouve cette lassitude des Japonais par rapport à la situation sanitaire et aussi le sentiment que pour beaucoup d'entre eux, eh bien, le Covid fait moins peur qu'avant. Voilà. Ce sont les résultats d'une enquête du Mainichi Shimbun qui révèle que 33% des personnes interrogées s'inquiètent d'une éventuelle 7e vague, mais que 50% d'entre elles, eh bien, s'inquiètent moins qu'avant. 17% déclarent même ne pas s'inquiéter du tout et évidemment ce sont les personnes les plus âgées, donc les personnes de plus de 70 ans, avec 40% d'entre elles qui s'inquiètent le plus. Enfin, ce sondage a révélé que les Japonais sont plutôt mitigés par rapport aux actions prises par le gouvernement dans cette crise sanitaire. Et il y a seulement un tiers des Japonais qui sont favorables aux mesures du gouvernement, que ce soit la fermeture des frontières ou bien les états d'urgence par exemple. Un tiers d'entre eux eh bien, désapprouvent les mesures du gouvernement et un tiers d'entre eux encore ne s'expriment pas sur le sujet. Je vous disais il y a quelques instants que ce serait bien que le Japon retrouve un semblant de normalité avant d'éventuellement réouvrir ses frontières et on apprend que cette semaine, les membres du Conseil sur les politiques fiscales et économiques, qui conseille le gouvernement sur ces sujets, a donc fortement conseillé au gouvernement de prévoir au moins un calendrier clair jusqu'à la réouverture des frontières, de façon à ce que les touristes sachent où ils en sont et puissent éventuellement prévoir de venir au Japon. Bien sûr, est-ce que le gouvernement japonais écoutera ces conseils? Rien n'est moins sûr, mais les membres de ce conseil ne sont pas vraiment des inconnus. Vous avez notamment Masakazu Tokura, qui n'est autre que le président du plus grand lobby des affaires au Japon. C'est sûr que c'est pas joli rigolo, hein. Vous avez également le gouverneur de la Banque du Japon, d'autres hommes d'affaires influents et des membres du cabinet du Premier ministre. Après l'annonce faite par ce conseil, eh bien Daishiro Yamagiwa, l'homme dont j'ai parlé tout à l'heure, a dit que le gouvernement était d'accord avec le conseil sur l'objectif à atteindre, mais que, évidemment, eh bien, toutes les mesures doivent être prises de manière appropriée. Bref, si la réouverture des frontières n'est toujours pas d'actualité, malheureusement, eh bien, le gouvernement y pense et ça serait vraiment bien qu'il donne au moins un calendrier pour que tous les touristes étrangers puissent prévoir leur venue au Japon. Voilà. Alors, une petite info que j'ai lue sur un site qui est à prendre avec des grosses pincettes, c'est que le Japon organise le Salon international du tourisme en septembre. Donc jusqu'ici rien de particulier, mais d'après une source fiable d'après ce site, eh bien les frontières du Japon ouvriraient juste avant ce salon, ce qui serait assez logique. Et puis c'est vrai que dans le calendrier, les élections d'août seraient passées. Si la situation sanitaire s'améliore, il est tout à fait envisageable que le Japon décide de réouvrir à l'automne. Voilà, donc le site disait bien que rien n'était sûr, donc je vous le répète, rien n'est sûr, attendez, ne vous emballez pas, mais moi je pense qu'il y a des petites chances que si la situation reste positive d'ici là, à l'automne, vous puissiez enfin venir au Japon. On ne sait pas encore si ça sera tout le monde, est-ce que ce sera seulement des groupes organisés qui sont plus faciles à contrôler, voilà, rien n'est sûr, mais il y a de l'espoir. On y croit. Allez, comme promis, pour terminer ce journal, je vous parle d'une émission de télévision, donc Hajimete no Otsukai, qui s'appelle Comme les grands en français ou Old Enough en anglais. Et sur Netflix, vous retrouverez 20 épisodes qui font entre 10 et 20 minutes. Voilà. Il faut savoir que cette émission est diffusée depuis 30 ans, 2 fois par an sur Nitélé, qui est une chaîne de télévision, et que quand elle est diffusée, ce programme dure 3 heures. Donc voilà. Netflix a choisi quelques épisodes particuliers. Je crois qu'il date de 2013, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est assez ancien. Vous verrez l'image, les vêtements, les décorations, etc. Donc ça date de quelques années, mais ça n'empêche pas que le programme est vraiment très très mignon et très intéressant. Comme j'ai dit un petit peu tout à l'heure, donc le concept c'est de filmer de jeunes enfants entre 3 et 5 ans maximum, parce que si les enfants ont plus de 5 ans, eh bien ils se rendent compte qu'on les filme et donc ça perd de son naturel. Et donc on filme ces enfants pendant qu'ils font une petite course que leurs parents leur ont confiée. Et donc, évidemment, tout ça est préparé de longs mois à l'avance. N'allez pas imaginer que les Japonais ont pour habitude de dire à leurs enfants de 3 ans ou 4 ans « Ah, va au supermarché faire des courses ». Pas du tout. Voilà. Donc, ça se passe non seulement généralement dans des zones à la campagne ou dans des villes moyennes, de temps en temps dans des grandes villes, mais c'est assez rare. Et en plus, pour la sécurité, eh bien, les enfants sont filmés par donc, plusieurs membres de l'équipe. Il y a des membres de l'équipe qui sont déguisés aussi et qui se fondent dans le décor pour les suivre. Les habitants du quartier ou du chemin que vont prendre les enfants sont prévenus pour jeter un œil éventuellement s'il y a un grave problème et aussi pour ne pas intervenir, parce que évidemment, si vous voyez un enfant de 3 ou 4 ans qui commence à pleurer ou faire tomber quelque chose, le réflexe naturel, d'autant plus au Japon, c'est d'aller l'aider. Donc voilà, donc tout le monde est briefé, donc c'est pas du tout naturel, mais il n'empêche que pour ces enfants, eh bien, pour eux, c'est vraiment un challenge et c'est vraiment quelque chose de très marquant.
Et donc c'est toujours très très mignon de voir ces petits bouts de chou qui font du mieux qu'ils peuvent pour aboutir, pour réussir ces tâches. Donc voilà. Alors effectivement, au Japon, les rues, les magasins, tout est bien fait pour que les enfants puissent se débrouiller tout seuls. Et dans les magasins, vous avez, dans les rayons qui sont en bas, vous avez les objets que les enfants achètent en général. Vous avez des petits paniers pour que les enfants puissent faire leurs courses. Vous avez dans certains centres commerciaux des toilettes spéciales pour les enfants à leur hauteur. Mais voilà, les enfants ne vont pas faire leurs courses tout seuls en général à 3 ou 4 ans. On voit de temps en temps de jeunes enfants, plutôt des enfants de l'école primaire de 6-7 ans, prendre le train seul pour aller à l'école, mais souvent ils sont en groupe et ça reste quand même loin d'être la norme. Voilà, si vous n'avez pas encore regardé cette émission, je vous encourage chaudement à aller la regarder, c'est très très mignon et si vous n'êtes pas mort à l'intérieur, normalement vous devriez être très ému, voire même pleurer à chaque épisode parce que c'est vraiment très très mignon. Voilà, c'est tout pour ce journal du Japon, j'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit like. Et puis moi, j'essaye la semaine prochaine de vous filmer la FAQ que j'ai promis la semaine dernière. J'espère qu'il fera beau, la météo annonce du beau temps, on verra ça. Voilà, en attendant, je vous donne rendez-vous au minimum dimanche prochain pour un nouveau petit journal du Japon et peut-être avant pour la FAQ. Bonne journée à tous et à la semaine prochaine.